Jean-Pierre Fabre, principal dirigeant d'opposition du Togo, est investi candidat à la présidentielle prévue début 2020. C'était lors d'un congrès de son parti, l'Alliance nationale pour le changement. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dirigé par l'ex-président Henri Konan Bédié, a fait une démonstration de force samedi à Yamoussoukro. Il a réussi à mobiliser à 1 an de la présidentielle. Le parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda a fait ce dimanche une annonce au terme d'une réunion de son conseil consultatif. Il a annoncé que le prochain Premier ministre serait issu de ses rangs. Et nous ouvrons cette édition par des nouvelles du Togo, où Jean-Pierre Fabre, principal dirigeant d'opposition, est investi candidat à la présidentielle prévue début 2020. C'était lors d'un congrès de son parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC. Les détails. Plus de 600 participants au congrès l'ont désigné pour son engagement politique, son dévouement total de longues années et ses efforts inlassables en vue de réaliser l'alternance au Togo. L'émotion, résolutions et recommandations que vous avez adoptées confirment la détermination du parti à poursuivre une lutte sans répit pour la mise en œuvre des réformes politiques et électorales, pour l'équité et la transparence des élections dans notre pays. Vous venez de me renouveler votre confiance en me reconduisant à la tête du parti et en me désignant comme candidat de l'ANC à l'élection présidentielle de 2020. J'accepte d'être le porte-étendard pour réaliser avec vous l'alternance et le vrai changement. Personnage central de l'opposition, Jean-Pierre Fabre a déjà pris part aux élections de 2010 et 2015 et a toujours occupé la deuxième place avec respectivement 33,93 et 35,19% des voix. Il faut empêcher le pouvoir en place de voler. C'est ensemble que nous allons exercer la pression nécessaire pour obtenir ce que nous appelons l'amélioration du cadre électoral. À l'ouverture du congrès vendredi, Fabre avait invité le président Faure Gnassingbé à ne pas briguer un 4e mandat pour éviter des tensions sociopolitiques dans le pays. Le chef de l'État a succédé à son père, le général Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dirigé par l'ex-président Henri Konan Bédié, a fait une démonstration de force. C'était le week-end écoulé à Yamoussoukro. Il a réussi à mobiliser avec ses alliés, ses militants, et ceci à 1 an de l'élection présidentielle. Images et son. Une foule immense réunie sur la place qui avait accueilli le pape Jean-Paul II a assisté au meeting du principal mouvement d'opposition dans la capitale politique ivoirienne, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, président de la République de 1960 à 1993 et fondateur du parti. Venus de tout le pays, les militants habillés de pagnes aux couleurs du parti, vert et blanc, ont reçu un message de mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre parti. À l'approche de l'élection présidentielle prochaine, le PDCI RDA, ses alliés et sympathisants sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Le retour de tous les exilés civils et politiques, y compris Laurent Gbagbo et Blé. Après avoir rompu avec le parti du président Alassane Ouattara, le PDCI cherche à construire un front commun d'opposition qui a pris le nom de Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP pour remporter la présidentielle, notamment avec l'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien qui a participé au meeting. Je vous dis, aujourd'hui, notre mobilisation est urgente. Demain, ce sera trop tard. Mobilisons-nous. Le président Bédié, à son âge,
Et vous avez lancé un appel tout à l'heure. Saisissez cet appel, mobilisons-nous et en avant pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement de Yamoussoukro intervient après un meeting commun et inédit PDCI-FPI qui s'était tenu mi-septembre à Abidjan sous le mot d'ordre de la réconciliation nationale. Vendredi, l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, Guillaume Soro, s'est déclaré le premier candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un parti. Je l'annonçais en titre, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, vainqueur des élections législatives en Tunisie, a fait ce dimanche une annonce détaillée au terme d'une réunion de son conseil consultatif. Ennahda a en effet annoncé qu'il choisirait une personnalité issue de ce parti pour présider le futur gouvernement. Après une réunion marquée par des débats approfondis et francs, le Conseil consultatif affirme qu'il lui revient de former un gouvernement qui sera présidé par une personnalité issue de ce parti, a annoncé à la presse Abdelkarim Harouni, président de ce conseil. Le futur chef du gouvernement doit être issu d'Ennahda puisque ce parti est le vainqueur des législatives, a rappelé Harouni, ajoutant que le dialogue se poursuivra pour décider qui sera cette personnalité. Ennahda est arrivé en tête des législatives du 6 octobre dernier avec 52 sièges sur 217 selon les résultats officiels de l'instance chargée des élections. Une fois le président Kaïs Saïed investi, il aura une semaine pour charger Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda, de former un gouvernement. Selon le président, Saïed prêtera serment mercredi 23 octobre. Universitaire à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, Kaïs Saïed, 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Ennahda aura un mois renouvelable une fois pour former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés, une tâche ardue dans un parlement morcelé. Ce parti islamiste devance le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, Kalba Tounès, créé en juin et qui rentre au parlement avec 38 sièges. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. L'opposant et ancien chef rebelle Riek Machar a promis de ne pas participer au prochain gouvernement d'union qui sera mis en place au Soudan du Sud. Il en a fait l'annonce ce dimanche à une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il a rencontré. L'ancien chef rebelle est non partant pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir. Une annonce qu'il a faite dimanche lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixée au 12 novembre. C'est pour éviter une catastrophe, argument avancé par Riek Machar pour annoncer le nouveau report. L'ancien vice-président de Salva Kiir a indiqué qu'il n'avait pas réussi à s'entendre avec l'autre parti, notamment sur la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. Arrivé à Djouba ce week-end, Riek Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016, lorsqu'un accord de paix antérieur avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant le conflit. Mais selon un membre de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, les problèmes identifiés par Riek Machar peuvent être résolus d'ici le 12 novembre. D'autres signataires de l'accord sont divisés sur un éventuel report de la date butoir. Les États-Unis ont pour leur part déclaré qu'ils n'accepteront pas d'autres retards dans la formation d'un gouvernement de transition et qu'ils réévalueront leurs relations avec le Soudan du Sud et pourraient imposer des sanctions aux dirigeants si un gouvernement n'est pas formé d'ici le 12 novembre. Toutefois, Salva Kiir et Riek Machar devraient poursuivre leur pourparlers ce lundi. Au Soudan, le gouvernement d'Abdallah Hamdok a mis en place une commission chargée d'enquêter sur les répressions meurtrières de manifestants intervenus cette année lors de sit-in à Khartoum et dans d'autres localités du pays. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Mise en place ce dimanche, la commission chargée de faire la lumière sur les différentes répressions meurtrières au Soudan devra éclaircir les circonstances dans lesquelles plusieurs manifestants ont été tués, violés ou jetés dans le Nil lors des protestations devant le ministère de la Défense à Khartoum, siège de la junte qui a pris le contrôle du pays après la chute de El-Béchir. Elle disposera de larges pouvoirs pour citer des témoins, y compris des fonctionnaires,
et aura accès aux documents officiels, aux rapports, aux forces de sécurité et aux dossiers médicaux. La nouvelle structure sera chargée d'identifier les responsables de la répression ainsi que d'établir le nombre de morts, de blessés, de disparus et des pertes financières subies par les personnes touchées. Selon les médecins pro-démocratie, près de 130 personnes ont été tuées lors du raid et des violences des 3 et 30 juin dernier. Les militaires qui contestent ces chiffres ont reconnu 87 décès. Plusieurs autres auraient trouvé la mort dans un raid le 30 juin dernier dans la capitale et d'autres villes du pays. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Elle peut également demander l'assistance technique de l'Union africaine qui a joué un rôle de premier plan dans la transition du Soudan. Par ailleurs, la justice soudanaise avait déjà affirmé qu'au moins 8 officiers militaires seront poursuivis en justice pour des crimes contre l'humanité après la mort de manifestants le 3 juin dernier. En République démocratique du Congo, pour finir, plus de 200 personnes en détention irrégulière ont été libérées. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda Yakasendi. La surpopulation et la lenteur dans le traitement des cas des détenus ont amené les autorités en République démocratique du Congo à libérer des prisonniers. Leur libération s'inscrit dans le cadre d'un processus de désengorgement des prisons. La mesure a concerné 237 personnes qui étaient en détention préventive et irrégulière. La décision de relax, selon le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda Yakasendi, va s'étendre à d'autres milieux carcéraux du pays. Ce n'est pas normal que les citoyens se retrouvent dans des situations de privation de liberté parce que les autorités judiciaires n'ont pas bien fait leur travail. La majorité des personnes libérées étaient en prison depuis plusieurs mois et la détention de certaines remonte à 2013, a réagi Emmanuel Collet, un défenseur des droits des prisonniers. Construite à l'époque coloniale, avec une capacité d'accueil de 1500 personnes, la prison de Makala à Kinshasa compte aujourd'hui plus de 8000 détenus, dont 850 condamnés. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.